Lui était pâle, maigre, ses yeux étaient exorbités. Il était vraiment dans un état minable, à peine humain. Il a vécu comme ça pendant au moins 2 ans. Et tout ce qu'il voulait, c'était jouer à un simple jeu vidéo. Il a gâché les plus belles années de sa vie. Il n'a pas profité de plein de choses. Et s'il était resté à jouer dans ses cafés Internet, il aurait réduit son espérance de vie. Richard recrute avant tout des drogués du jeu, ceux qui accordent plus d'importance à leur avatar qu'à leur propre existence. Dans les blogs et les murmures du web, circulait l'information selon laquelle d'autres univers existaient. Je suis journaliste et j'ai décidé de partir en reportage dans ces autres mondes virtuels, des mondes qui n'existent que sur les ordinateurs. Pour franchir la porte de ces univers, j'ai dû créer un double, un personnage virtuel qu'on appelle un avatar. À l'entrée de ces mondes virtuels, on trouve toujours des outils informatiques qui permettent de créer ce second moi. Me voilà donc dans les allées d'un de ces mondes. Il existe aujourd'hui une quinzaine d'univers virtuels fréquentés par 20 millions de joueurs qui s'y inventent des vies numériques. Mon double va rencontrer les autres avatars qui peuplent ces mondes. L'univers où je suis s'appelle Second Life, un jeu de simulation. Il est peuplé d'1 million d'avatars. Hangzhou, un village de la province de Dreamland, quelque part dans Second Life. C'est ici que j'ai rendez-vous avec un avatar très célèbre, Han Sheshung, l'avatar d'une jeune professeure d'anglais d'origine chinoise devenue femme d'affaires grâce à son personnage numérique. Bonjour, vous êtes Han Sheshung ? Oui, c'est moi. Soyez le bienvenu dans Second Life. Je vous présente Guni, l'avatar de mon mari. Si vous voulez bien me suivre. Vous possédez une magnifique maison. Mais je n'ai pas que cette maison. Ici, je suis promoteur immobilier, je crée des paysages et je construis des maisons pour les avatars qu'il faut loger, comme dans la vraie vie. Pourquoi avez-vous choisi de vivre dans ce monde virtuel ? Et qui êtes-vous dans la vraie vie ? Dans le monde virtuel, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de pollution. Et puis je dépasse les limites de la biologie humaine. Par exemple, je peux me téléporter où je veux. Alors que dans la réalité, vous par exemple, vous avez dû prendre l'avion pour venir chez moi en Allemagne. Ça vous a pris du temps. Qu'en avez-vous fait ? Afin de poursuivre sa démonstration, Hanche, l'avatar, me demande de la retrouver au bord de la mer, dans Second Life. Au départ, je n'étais qu'une simple joueuse. Et puis il y a 2 ans, j'ai compris que je pouvais gagner beaucoup d'argent en vendant des maisons et des terrains virtuels aux autres joueurs. J'ai monté dans la vraie vie une entreprise pour exploiter ce marché. Et je possède aujourd'hui 220 000 € en biens immobiliers dans ce monde virtuel. En fait, nous avons acheté des espaces vierges de Second Life aux développeurs du jeu. Et je les aménage avec mes employés. Dans mon entreprise, nous avons des gens qualifiés qui dessinent les paysages, des graphistes capables de planter des arbres par exemple. Moi, je donne les grandes directions. Je dis que je veux créer une ville baptisée Central Park ou un square de style chinois. Potentiellement, le marché est énorme. Second Life compte 1 million d'avatars que tôt ou tard, les joueurs voudront loger. Dans la vraie vie, Hanche s'appelle Eileen Greif. Son studio de création de terrain et d'immobilier virtuel est installé en Chine et tous les matins de sa maison de Francfort, elle appelle ses employés depuis son ordinateur pour leur donner les consignes du jour. Elle s'occupe des relations avec les clients. Les gens nous achètent des propriétés dans le monde virtuel et Nancy s'occupe de leurs dossiers. Elle règle leurs problèmes immobiliers, comme dans une véritable agence immobilière. Et comment vont les affaires cette semaine ?
Comment vont les affaires? Ah, ne dis rien, hein, c'est secret. Son entreprise est installée à Wuhan, en Chine. Elle compte déjà plus de 15 000 clients et prospère de jour en jour. Elle emploie des graphistes, des informaticiens et des commerciaux. Ils sont pour l'instant une quinzaine à créer, administrer et vendre des parcelles de monde virtuel. Nous gérons les terres de Dreamland dans le monde de Second Life. Et quand quelqu'un veut acheter un terrain ou nous le revendre, il y a toujours un agent immobilier de la société disponible pour l'aider. Les terrains font 4000 m² et coûtent à la location 25 $ américains par mois. Moi, je travaille sur un jeu, mais c'est comme dans la vie réelle. C'est le monde où je peux exprimer mes talents. Par exemple, pour cette demeure, j'ai tiré mes inspirations des 3 grands palais de la cité interdite. À l'intérieur, sur les meubles et les objets, nous avons dessiné des motifs traditionnels chinois qui portent bonheur. Regardez aussi sur le sofa des dessins d'une pièce de monnaie chinoise, gage de prospérité. Nous avons rehaussé l'ensemble de la décoration de porcelaine chinoise de valeur. Regardez ce que j'ai retrouvé. J'avais fait ça pour m'amuser. C'est mon avatar. Hein. Piquée au jeu, Eileen, la vraie femme, a voulu ressembler à Anche, son avatar, jusqu'à se tatouer et s'habiller comme son double. D'abord, j'avais dessiné ça pour mon avatar dans le monde virtuel. Et puis, je me suis fait les mêmes habits. Mon avatar Anche est très célèbre. Moi, je ne suis pas connue dans la vraie vie. Si vous voulez tenter d'analyser cela d'un point de vue psychologique, c'est très compliqué. Au début, je m'ennuyais beaucoup dans ma vie. Mon métier de prof, ma vie à la maison avec les enfants. Alors j'ai cherché à m'échapper du monde réel et j'ai rejoint Second Life. Là, je suis sortie, je suis allée à des fêtes, divers événements, c'était très excitant. Mais depuis que je suis devenue une vedette dans le monde virtuel, j'ai souvent envie de m'en échapper et de me réfugier à nouveau dans ma vraie vie. En quelque sorte, c'est un mélange et je suis très heureuse d'avoir ces deux vies. Merci Anche. Au revoir et puis à un de ces 4 dans Second Life. Je décide de rencontrer le créateur et propriétaire de ce monde virtuel. Selon Anche, c'est dans cette île que je peux le trouver. Il s'appelle Philip Rosedale. Ingénieur de formation, il a créé Linden Lab, l'entreprise qui développe ce monde virtuel. Son avatar est connu sous le nom de Philip Linden. Alors Philippe, pourquoi avez-vous créé Second Life ? Nous voulons créer un monde où communiquer devient plus facile, un monde où il est plus simple d'exprimer ses intentions. Si vous imaginez quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous rêvez de quelque chose, vous pouvez présenter votre projet à plein de gens beaucoup plus facilement que dans la vraie vie. Votre comportement, vos envies sont validées ou au contraire, critiquées tellement plus efficacement que dans la vraie vie. C'est ça la réussite de Second Life. C'est une chance d'être enfin non pas celui que vous êtes, mais celui que vous rêvez d'être. Avec Second Life, je viens de découvrir que les mondes virtuels sont de vastes univers. On peut y acheter ou y vendre des terrains, des maisons et des objets virtuels. Et pour son créateur, il est le meilleur des mondes. Mais que proposent les autres mondes virtuels ? Il en existe plusieurs, avec chacun son histoire, ses coutumes, ses règles du jeu. Bienvenue sur Entropia, une autre folie numérique. Dans ce jeu où l'argent est roi, les avatars doivent coloniser la planète Calypso. Et c'est ma nouvelle destination. Dans ce monde, les nouveaux arrivants portent un survêtement orange, une drôle de couleur. Voici donc mon nouveau personnage. Et c'est dans sa peau que je vais découvrir Entropia.
La grande révolution dans Entropia s'est passée il y a 2 ans quand les éditeurs du jeu ont décidé exceptionnellement de mettre aux enchères l'astéroïde qui tournait autour de la planète Calypso. Et celui qui l'a acheté, c'est lui. Salut man, je suis Neverdie, l'avatar. Tu vois, sur mon astéroïde, j'ai construit la plus grande boîte de nuit de tous les mondes virtuels. Le club Neverdie. C'est un endroit magique, tu vas voir. Mais j'ai aussi construit un centre commercial où tu peux acheter tout ce dont tu as besoin. Et si tu veux un appartement, je peux même t'en vendre un. Neverdie est l'avatar d'un joueur passionné et visionnaire, John Jacobs, qui a acheté l'astéroïde 100 000 vrais dollars. En 2 ans, il a fait de son astéroïde l'endroit le plus branché mais aussi le plus rentable de la planète Calypso. John Jacobs est DJ et réalisateur underground. Dans les couloirs qui mènent à la boîte de nuit, des écrans diffusent les clips qu'il a réalisés dans la vraie vie. Je l'ai acheté directement aux enchères. J'ai payé le prix maximum prévu, 100 000 $, parce que je savais qu'il y avait d'autres acheteurs bien décidés à ne pas laisser passer leur chance. D'ailleurs, dès le lendemain, des types d'Europe de l'Est m'en ont offert 200 000 $. Au début de cette histoire, il y avait déjà pas mal de gens qui avaient réalisé que posséder des propriétés immobilières virtuelles générait de vrais revenus et qu'il y aurait peu d'élus. Hey Neverdie, pourquoi tu mis autant d'argent dans cet astéroïde virtuel? C'est très simple, man. Dès que les joueurs arrivent sur mon astéroïde, ils dépensent de l'argent. Ici, c'est comme un grand parc d'attractions, mais dans la réalité virtuelle. Ce jour-là, 430 $ gagnés. Celui-là, 300, 360. Ici, 538, 443. Au 122e jour, je pesais déjà 50 000 $. Ça, c'est mon petit carnet noir dans lequel je note tous les revenus de mes zones de chasse, de mes concessions minières, des magasins que je possède sur l'astéroïde et de mon club Neverdie. Si on prend en compte le revenu brut de l'astéroïde, sans anticiper sur le profit de l'année en cours qui sera de 150 000 $, sans compter la croissance, cela confère au club Neverdie une valeur d'1 500 000 $. Neverdie est donc le premier avatar millionnaire en dollars. Comment je récupère mon argent? C'est simple. Je vérifie que j'en ai sur mon compte ouvert dans le jeu. Je vais sur la page de transfert d'argent. Je clique sur virement. Je choisis alors le montant que je souhaite retirer. 100 $. J'ai au préalable rentré les informations bancaires de mon vrai compte en banque, le nom de ma banque, et voilà, c'est fait, c'est viré. Aujourd'hui, j'ai mis en vente aux enchères un appartement. Ça va me faire une journée à 500 $, ce qui est pas mal. Donc je possède 66 boutiques, 20 zones de chasse. Ces zones sont des grands espaces où vous pouvez chasser des monstres de toutes les sortes et extraire du minerai présent dans le sol de l'astéroïde pour le revendre. Je suis en quelque sorte le dieu créateur d'un zoo plein de monstres exotiques. J'ai 1000 appartements situés dans 8 villes différentes.
1000 appartements, vous vous rendez compte, dans 8 villes. Ces appartements, je les vends en moyenne $100. Et puis les gens achètent des meubles, et puis ils les décorent. Et puis, bien sûr, j'ai mon nightclub, la boîte de nuit la plus spectaculaire de ce monde virtuel et de tous les mondes virtuels, là où j'ai mis tout mon cœur. Monday night to the club, Tuesday night to the club, Wednesday night, what a headache, but I went to the club, Thursday night to the club, Friday night didn't want to go, then my friend Michelle called me on the phone and so I went to the club. Je vous présente Tina, c'est son tube, To the Club. C'était ma petite amie, elle est morte d'une embolie pulmonaire l'an dernier. Thursday night to the club, Friday night didn't want to go, then my friend Michelle called me on the phone and so I went to the club. Monday night to the club, Tuesday night to the club, Wednesday night, what a headache, but I went to the club. Elle est la première personne dont la sépulture a été érigée dans la réalité virtuelle. Il n'y a pas de tombe pour elle à Miami. Et quand je souhaite me recueillir et avoir un moment avec elle, et je pense tout le temps à elle, je vais sur sa tombe. C'est une expérience méditative. C'est un bel endroit. Les gens viennent, ils laissent des fleurs. Hey man, on ne peut pas te laisser entrer en boîte avec ce survêt orange. C'est contraire au règlement. Suis-moi au centre commercial. Tu me suis pas? Mais où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais je te trouve pas, je vois pas l'entrée. Je suis là. Never die. Tiens, voilà quelques t-shirts. Eh ben, t'as meilleure allure comme ça. Il y a des gens de toute la planète qui dansent ici. Ils ont tous investi une centaine de dollars dans leur tenue. Ils prennent ça au sérieux. C'est vraiment fantastique. C'est un peu comme si on disait « Hey, tout le monde, arrêtez ce que vous faites et venez danser. Soyez beaux, flirtez, aimez-vous. C'est de cela qu'il s'agit ici. » C'est une vraie soirée où tous les gens ont une identité, comme Never Die, qui a sa propre personnalité. Ils ont tous leur caractère et ils s'expriment. Sur Entropia, je viens de découvrir que les joueurs les plus habiles encaissent de confortables dividendes. Ces mondes sont des monopolies virtuelles dans lesquels on joue avec du vrai argent. Les joueurs vivent par procuration les aventures de leur avatar. Mais quel est le jeu qui génère le plus d'argent? Les joueurs réclament souvent des mondes plus violents. Pour les découvrir, j'ai créé un avatar féminin, histoire de prendre du recul dans ces mondes un peu trop virils. Le plus connu s'appelle World of Warcraft. 6 500 000 joueurs qui payent 13 € par mois d'abonnement. World of Warcraft est un monde en guerre où il faut tuer des bêtes sauvages et des monstres des heures durant pour monter en niveau et gagner des pièces d'or.
Ici, pas question de posséder des terres ou des parties du monde. Tout appartient à l'éditeur du jeu, la société Blizzard. Et le vrai argent est interdit dans le jeu. Mais survivre demande de telles quantités de pièces d'or que les joueurs ont contourné la règle. Les pièces d'or se vendent désormais contre de vrais euros sous le manteau sur Internet. Une joueuse de bon niveau a accepté de me renseigner par l'intermédiaire de son avatar baptisé Pépin. Dis-moi Pépin, pourquoi faut-il gagner de l'or dans ce jeu? Avec cet argent, tu achètes des armes pour tuer. Et c'est vrai qu'il y a un trafic de pièces d'or sur Internet? Comprends bien que dans ce jeu, tu as toujours besoin de pièces d'or pour progresser. Et les joueurs sont prêts à tout pour cela. Tu veux dire que les joueurs sont prêts à dépenser du vrai argent pour en acheter du faux? Oui, des centaines de milliers de joueurs le font. Alors ce trafic représente un énorme marché parallèle. Poursuis ta quête, cela en vaut la peine. Je veux savoir comment cela se passe concrètement. Pépin m'a dit que je peux rencontrer l'avatar de ces trafiquants dans le village voisin. Elle s'appelle Rose et se tient tous les jours devant la boîte aux lettres. C'est toi qui vends de l'or? Oui, pourquoi ça t'intéresse? Oui, explique-moi un peu d'où viennent ces pièces d'or. L'or vient du jeu. Je l'achète à des joueurs professionnels basés en Chine et je le revends à des joueurs comme toi. D'accord, mais qu'est-ce que ça vaut? Le taux de change? Pour 10 €, tu as 260 pièces d'or. Toi, tu me paies avec ta carte bleue. Mais toi, tu ne risques pas de te faire prendre? Parfois, si le joueur m'achète une trop grosse somme d'argent, alors je risque de nous faire repérer par l'éditeur du jeu qui peut, en représailles, me déconnecter. C'est pour cela que je change régulièrement d'avatar, pour ne pas me faire prendre et pour ne pas mettre en péril mes clients. Nos fournisseurs de pièces d'or sont des joueurs chinois de Chine. Ils ont créé des sociétés commerciales et nous travaillons avec 7 ou 8 de leurs ateliers. Le plus important possède une trentaine d'ordinateurs. Rose est une contrebandière du monde virtuel. Dans la vraie vie, son commerce n'est pas interdit. Dans le 2 pièces qu'elle occupe avec Kenneth, son patron près de San Francisco, transitent chaque semaine des millions de pièces d'or virtuelles, revendues sur le marché américain, contre des centaines de milliers de vrais dollars. Avant de débuter notre activité de production d'or et d'assistance aux joueurs, je vendais de simples jeux vidéo. Un jour, 2 amis chinois sont venus m'acheter ces jeux en ligne. Ils m'ont expliqué qu'ils s'en servaient pour travailler, pour jouer et accumuler le maximum de pièces d'or afin de les revendre aux États-Unis et en Europe. C'est là que j'ai réalisé que ce commerce rapportait beaucoup plus que vendre de simples jeux comme je le faisais jusque-là. En moyenne, nos clients dépensent 100 $ par semaine. 100 vrais dollars. Parce qu'ils ont vraiment besoin de pièces d'or. Chaque semaine, ils en dépensent 1000 ou 2000. Parfois, ce sont des enfants qui volent la carte bleue de leurs parents pour se payer nos services. Mais ça, ce n'est pas bien. Ce jeu est très puissant. C'est comme une drogue. C'est pas un jeu, c'est une drogue. Ah, ces boîtes-là, ce sont des jeux que j'envoie en Chine à nos fournisseurs. Comme ils se font souvent déconnecter par Blizzard, ils ont besoin de nouveaux numéros de compte. L'an passé, Blizzard a résilié 30 000 comptes. Ce commerce de l'or virtuel dépasse le milliard de dollars. Cette économie parallèle échappe entièrement aux éditeurs de jeux. Blizzard, le développeur de World of Warcraft, tente de lutter contre ce marché de la production d'or. Nous campons sur une position ferme à l'encontre de ces gens et nous continuerons à supprimer les comptes des personnes qui participent à ça. Nous pensons qu'il bouleverse l'économie du jeu, c'est contraire à l'esprit du jeu. Et c'est compliqué pour nous. Les autres développeurs ont ce problème aussi, mais à l'échelle de nos 6 millions de joueurs, c'est une tâche énorme. Nous avons une équipe qui s'y consacre et cherche à éliminer ces tricheurs.
Le premier pays trafiquant de monnaie virtuelle est la Chine. Ici, passer ses journées dans les mondes virtuels à tuer des monstres pour acquérir des pièces d'or est devenu un métier comme les autres. À Shanghai, l'entreprise Evertech prospère sur ce créneau depuis 2 ans. Je produis des objets virtuels et mon entreprise les distribue sur les marchés américains, européens et japonais. Ici, c'est l'équipe de production pour les Japonais. C'est leur jour de congé aujourd'hui. Là, c'est le bureau de mon chef de planning. Et ici, la salle de production pour le marché américain. Ouais, essaie de pas mourir. Recule, recule. Tu as fait 1400? Non, 5000. C'est le premier monstre, fais gaffe. Il peut appeler à son aide des soldats super puissants. Moi, je dois tuer des méchants, ramasser les pièces d'or et monter en niveau. J'y suis depuis hier après-midi. Mon collègue a repris le jeu pendant toute la nuit. Là, c'est à mon tour de tuer des ennemis et de gagner des pièces d'or pour monter en niveau mon personnage. Les ouvriers des mondes virtuels travaillent, dorment et vivent dans l'entreprise. Damnés des nouvelles technologies, ils font les 2-12. 12 heures de travail, 6 jours sur 7. Des horaires à la chinoise. En ce moment, je me lève à 8 heures, puis je déjeune à 11 heures. Depuis ces 2 dernières semaines, je suis dans l'équipe de jour, c'est-à-dire que je travaille de 10 heures à 22 heures. En général, les employés gagnent tous environ 1000 yuan. Avec les primes, certains peuvent même avoir 4000 yuan par mois. Et ici, plus on travaille, plus on gagne. Lui, il va reprendre son travail ce soir à 23 h. Il se réveillera quand il voudra, entre 19 ou 20 h. Pour leur loisir, il est important qu'ils fassent des exercices physiques. Il faut savoir combiner le travail et les loisirs. À la longue, ce n'est sûrement pas bon pour la santé de rester tant de temps devant un ordinateur. Dans les moments libres, il faut aller se détendre à l'extérieur. Ne pas oublier le contact avec la nature. Les beaux paysages donnent confiance en soi-même. En plein air, on peut sauter et s'amuser, c'est un grand plaisir. Bien sûr, ils font quelquefois des bêtises, mais en général, ils sont très disciplinés. La demande de pièces d'or explose. Pour satisfaire les joueurs du monde entier, Richard a automatisé la production. Grâce à des petits programmes appelés des robots, les ouvriers parviennent à faire jouer une vingtaine d'avatars en même temps. Automatiquement, ils massacrent les monstres et gagnent des fortunes en or virtuel. Tout dépend de la chance du jour. Si elle me sourit, je peux gagner de 40 à 60 millions de pièces d'or par jour. Sinon, je fais en moyenne entre 20 et 30 millions. Mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Lui était pâle, maigre, ses yeux étaient exorbités. Il était vraiment dans un état minable, à peine humain. Il a vécu comme ça pendant au moins 2 ans. Et tout ce qu'il voulait, c'était jouer à un simple jeu vidéo. Il a gâché les plus belles années de sa vie. Il n'a pas profité de plein de choses. Et s'il était resté à jouer dans ses cafés Internet, il aurait réduit son espérance de vie.
Richard recrute avant tout des drogués du jeu, ceux qui accordent plus d'importance à leur avatar qu'à leur propre existence. Colin a 24 ans. Quand Richard l'a employé, il venait de terminer ses études de cuisinier. Mais dévoré par les mondes virtuels, il avait tourné le dos au fourneau. En plus de mes heures de travail, je jouais entre 8 et 12 heures par jour. Et les jours de repos, au moins 16 heures par jour. Et puis, je sortais rarement avec mes copains. À cette époque, je n'avais pas de petit ami. J'étais vraiment tout seul. Je pense que tout cela est lié au fait qu'il s'ennuie. Vous savez, en dehors de nos heures de travail, on n'a pas beaucoup de divertissement. Du coup, on tue le temps en jouant. Je pense qu'il existe effectivement des vrais drogués aux jeux vidéo. Et quand vous êtes accro, ce n'est vraiment pas une bonne chose pour votre vie. Depuis que Colin est rentré dans la société de Richard, il joue un peu moins qu'auparavant. C'est sans doute grâce à cette entreprise. Il travaille maintenant. Lorsque je l'ai rencontré, il jouait sans arrêt. Il ne faisait que ça. Il passait tout son temps de repos au jeu. Il n'y avait que les jeux en ligne dans sa vie. C'est devenu mon métier et j'en suis très content. Parfois, il m'arrive même de rester plus longtemps au bureau, en dehors des heures de travail, pour pouvoir jouer plus. Quant à mes loisirs, je les passe avec elle. Tous les dimanches, on se voit et on se promène l'après-midi. Et on finit notre journée de repos au cybercafé pour jouer. Des centaines de milliers de joueurs dépensent 100 vrais dollars par semaine pour acheter des pièces d'or virtuelles. Ce marché échappe entièrement aux éditeurs de jeux. En Chine, les ouvriers travaillent 12 heures par jour pour fournir les joueurs occidentaux. Mais comment peut-on devenir accro au monde parallèle ? Avec mon avatar féminin, retour dans World of Warcraft. J'ai décidé d'aller voir l'élite du jeu. Les niveaux 60, ceux qui ont passé des centaines d'heures pour accéder à ce panthéon des grands joueurs. À ce niveau-là, ils sont organisés en véritables milices, appelées guildes. Elles règnent en maître dans World of Warcraft. J'ai rendez-vous dans le château de Stormwind avec la meilleure guilde française, Millennium. Leur chef est un mage surpuissant qui s'appelle Cédrix. Les deux premières personnes à être niveau 60 en Europe sont dans la guilde Millennium. L'un est Co, qui est d'ailleurs dans les personnes qui sont autour de vous. Il est là. Et la deuxième personne, c'est moi. Cédrix, pourquoi toutes ces heures passées dans ce monde ? Pour moi, tous les soirs, ou du moins un certain nombre de soirs par semaine, je pratique un sport. Je développe mes capacités d'analyse, je les utilise pour justement être meilleur que les autres, être en avance par rapport aux autres. Donc j'ai tout à fait l'impression de pratiquer un sport, certes pas un sport physique, mais un sport tout de même. La guilde Millennium et ses 40 soldats partent tous les soirs pour 4 heures de croisade. 40 avatars lancés pour détruire les plus puissants dragons de World of Warcraft. Des actions de guerre structurées où chacun tient son rang. Parmi eux, Trimsic, un autre mage destructeur. Alors moi j'ai joué un mage. Donc un mage, c'est un personnage qui a de la mana pour lancer des sorts. C'est avec ses sorts qu'il fait des dégâts à ses ennemis. À côté de mon jeu de mage, plusieurs professions. Je suis un alchimiste, ce qui me permet de faire des potions. Ça m'occupe pas mal de temps. Il y a certaines potions qui ne peuvent être faites que dans certains coins du monde. Ils nécessitent des laboratoires. Et ces laboratoires, il n'y en a que 2 dans l'univers du jeu. Je fais aussi la cuisine. La cuisine, ça permet de faire les équivalents de potions, mais c'est un petit peu différent. Mais c'est pareil, sans cette cuisine, il y a certaines rencontres qui ne seraient pas possibles. Alors là, on le fait avec de la viande que l'on récupère dans la nature en tuant des animaux, des choses comme ça, avec de la chasse, tout simplement.
Alors c'est pas un travail toujours très amusant, mais que l'on fait quand on n'a vraiment rien d'autre à faire, quand on a du temps à perdre, pour aider la guilde, tout simplement. C'est un plaisir du soir, qui commence à 20h, qui se termine à minuit. Il y a des gens qui regardent la télé, il y a des gens qui vont au cinéma. Moi, je suis devant mon écran et je suis avec des tas de gens. Et je fais ma passion. Tous les soirs, je fais ma passion. Des millions de joueurs de par le monde se rêvent en démonistes ou en mages au pouvoir mortel. Pour eux, avoir un corps deviendrait presque un handicap parce que manger, dormir et travailler sont des corvées qui éloignent de son cyberdestin. Cette folie des mondes virtuels a gagné la Terre entière. Mais c'est en Corée que se lie l'avenir de cette schizophrénie mondiale. On va sans doute choisir d'aller dans un donjon. Normalement, aujourd'hui, il était prévu de faire un raid dans les terres de l'Est ou les plaines de la peste. Dans le jeu, on recherche les donjons les plus difficiles. Normalement, on devait tous bouger ensemble, à 40 personnes dans le monde virtuel, pour aller au donjon de Hindun supérieur. J'ai envoyé tardivement le message de ralliement à la faculté d'ingénieurs pour les prévenir de la session de cette nuit. Je me suis pris trop tard pour rassembler du monde. Et les ingénieurs, ils m'ont fait comprendre que c'était trop juste pour réunir leurs joueurs à temps. En tant que président de la guilde, je dois vous laisser pour entrer dans le monde virtuel et pour aller discuter avec les autres joueurs. Dès la fin des préparatifs, nous allons partir à la chasse avec tous les autres membres de la guilde. Allez, excusez-moi. En Corée, le passage entre la vie réelle et les mondes virtuels se franchit dans les PC Bang. 22 000 salles équipées d'ordinateurs puissants, sorte d'assommoir moderne. Au moins une fois par mois, je vois des gens qui s'installent ici. Ils s'assoient pour ne plus bouger de leur siège pendant plusieurs jours. Ils se connectent, jouent, s'endorment pour quelques heures dans les fauteuils. Ils se réveillent à n'importe quelle heure et reprennent le jeu. Ils se lavent dans les toilettes, ils mangent n'importe quoi, des nouilles instantanées ou parfois ils commandent des plats. Quand je vois des gens comme ça, je ne leur souhaite qu'une chose, qu'ils rentrent chez eux le plus tôt possible. Ouais, allez les gars, on va se le faire. Je peux jouer 10 heures par jour si je joue beaucoup. Pendant la semaine, je joue 2 ou 3 heures jusqu'à ce que je m'endorme. Comme je suis chauffeur de taxi indépendant, je m'organise. Pendant mes jours de travail, je fais mes pauses dans les PC Bang et j'en profite pour aller chercher dans le monde les ingrédients pour les potions. Et tous les 2 jours, je suis en congé, alors là, je joue à fond. Pendant ma période de chômage, je ne faisais que ça. Je vivais dans le monde. J'y passais 12 heures d'affilée par jour, parfois même 16 heures. Et si les conditions se représentaient, bien entendu, j'aurais envie de recommencer sans hésiter. Mais aujourd'hui, après le travail, je joue quoi? 2 ou 3 heures maximum, c'est tout. Reste le week-end. Si je n'ai pas d'autres projets en particulier, je ne fais que ça. Tous ces univers passionnent, c'est un peu comme des drogues. Et moi, je suis accro à ce jeu en ligne, mais c'est aussi pour le plaisir. Kim Kyung-jae, 24 ans, est mort après avoir joué sans s'arrêter pendant 86 heures. Ce joueur est décédé de mort subite.
emporté par un épaississement de son sang qui a provoqué une paralysie cardiaque, comme dans le syndrome qui peut frapper les passagers des vols à longue distance lorsqu'on reste mal assis trop longtemps dans un siège en classe économique. Le sang se fige, forme un caillot qui circule dans le corps, passe dans la colonne vertébrale et provoque un arrêt cardiaque. Voilà comment meurent les joueurs au bout de 50 à 60 heures de jeu non-stop. Imaginez que pendant tout ce temps, ils restent assis, statiques, en ne bougeant que le poignet. Et cela peut mener à la mort. On estime à une dizaine les cas de mort subite sur Internet. La Corée a élevé au rang de grande cause nationale le développement des jeux en ligne. Les cas d'addiction se multiplient dans toutes les tranches d'âge de la population. Alors, sans trop l'ébruiter, le ministère de la Culture et du Tourisme a ouvert un centre de dépistage, le CADO. Il organise des campagnes de prévention centrées sur les enfants, les plus vulnérables. Si tu ne pouvais plus utiliser Internet, si Internet disparaissait, tu te sentirais mal? À cause de l'utilisation d'Internet, ta vie quotidienne est perturbée, tu le sais. Et malgré cela, tu ne peux pas t'en passer? Si tu es interrompu pendant un jeu en ligne, tu es contrarié? Est-ce que tu trouves que les gens rencontrés sur Internet sont plus gentils que les gens du monde réel? Le grand frère de cette petite fille est au collège. Nous le suivons ici au centre de prévention. C'est un cas sérieux. Il est accro aux jeux en ligne et ce jeune adolescent souffre en plus de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Dans ces cas sérieux, lorsqu'un membre de la famille est accro, nous offrons des consultations à tous les membres de la famille. Un dépistage complet. Ses parents, mais aussi ses frères et sœurs. Nous les soumettons tous à ce questionnaire. Il faut souvent traiter l'ensemble de la famille. Et jusqu'à présent, pour cette petite fille, le test montre qu'elle est plutôt normale. Mais nous allons rester vigilants et la surveiller de près. Tu ne fais plus la différence entre les mondes virtuels et les mondes réels? Les jeux peuplent tes rêves? Tu vois, tu es complètement accro aux jeux. Cela provoque chez les adolescents une perturbation des rythmes du corps. Leur vie quotidienne est bouleversée. Ils ne font plus la différence entre le jour et la nuit. Leurs cycles de sommeil sont déréglés. Et comme ils mangent devant l'ordinateur, on observe des cas de malnutrition qui vont jusqu'à l'anorexie, ou au contraire, une tendance à l'obésité parce qu'ils ne font aucun exercice. Psychologiquement, bien que le jeu procure un sentiment d'accomplissement, on constate une distanciation avec leurs camarades d'école. Cette marginalisation dans la vie scolaire a pour conséquence une baisse des résultats, qui bien sûr affecte leur morale. Rapidement, ils s'éloignent de leur entourage. Ils n'ont plus d'amis, plus de camarades. Alors inévitablement, peu à peu, la relation avec le monde extérieur disparaît. Tout le monde peut être un héros dans l'univers simpliste des mondes virtuels. 60% des joueurs se considèrent comme accros au jeu. À son paroxysme, cette addiction peut mener à la mort. Ces mondes se développent à toute vitesse, mais pour aller où ? Les mondes virtuels sont portés par une économie surpuissante, bien décidée à bouleverser notre vie. Désormais, le chiffre d'affaires de l'industrie des jeux dépasse celui du cinéma. Et les professionnels du jeu n'ont pas l'intention d'en rester là. Eh bien voilà, à peine vous ouvrez la porte, que vous découvrez notre logo avec le nom de l'équipe principale, Hero MBC Game. Hero est une équipe de joueurs en ligne professionnelle, une des meilleures en Corée. Pour installer le jeu virtuel comme une vraie culture chez les jeunes, les industriels du jeu ont inventé le e-sport, le sport électronique. Des jeunes joueurs sont recrutés par des entraîneurs et préparés comme des sportifs de haut niveau. Venez par ici. Alors, voilà l'équipe numéro 2.
Maintenant, nous allons aller de l'autre côté. Voici la salle d'entraînement de l'équipe numéro 3. Pour la dernière étape de la visite, après les joueurs, voici l'espace pour l'entraîneur et le coach. Les joueurs de l'équipe de MBC commencent leur entraînement tous les matins à 10h et finissent à 18h30. Pendant ces heures, ils se consacrent à l'entraînement collectif. Et après, sur leur temps libre, ils doivent s'entraîner individuellement pour se perfectionner. Pour devenir joueur coréen professionnel, il faut débuter jeune. Nous commençons à les entraîner à partir de 10-11 ans. Par exemple, lui, ce joueur, a été au meilleur de sa performance à l'âge de 16 ans. Et il maintient toujours ses performances. Si à l'avenir la compétition devient plus sévère, je pense qu'on devra commencer encore plus jeune. Il faut comprendre que pour enraciner cette culture, la jeune génération des joueurs a besoin d'idoles pour s'identifier. Et nous sommes là pour leur créer ces idoles. Les tournois sportifs des mondes virtuels sont retransmis en direct à la télévision coréenne. Meilleure audience chez les 10-20 ans. Et les joueurs s'expriment déjà comme des champions, laconiques et sous contrat d'exclusivité. Tout le groupe a bien travaillé et nous avons fait beaucoup d'efforts. Ce soir, une occasion unique. L'occasion de rencontrer 16 joueurs. À 3, vous allez tous saluer ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, saluez! Les mondes virtuels vont croître, s'étendre de façon exponentielle. Leur population doit doubler dans les 4 années à venir. Il va falloir construire ces nouveaux territoires, développer d'autres jeux. La Corée prévoit d'ici 2010 d'employer 86 000 personnes dans ce secteur économique. L'école supérieure de Chungkang forme les bâtisseurs de ces nouveaux mondes. You foolish rebel. Vous avez vu le noir et blanc? La caméra bouge beaucoup pour renforcer le côté réel, comme si un journaliste de guerre courait sous les balles. Le noir et blanc et les mouvements de caméra donnent l'impression de réalité. Mais ce n'est pas un reportage, c'est réalisé. Vous avez compris? Comme le ferait Steven Spielberg. Dans la réalité, il y a des couleurs et nous les avons en mémoire. Quand le cerveau perçoit en noir et blanc, cela lui renvoie le souvenir des couleurs avec d'autant plus de force. Et cela renforce la puissance de la scène. Kim Kwang-sang est le professeur spécialisé dans les mondes virtuels de l'école de Chungkang. Il commence toujours ses cours par un retour à la grande histoire des jeux et rappelle à cette occasion que l'histoire du monde s'est aussi faite sur des coups de dés et qu'elle se fera sûrement demain dans les mondes virtuels. Ça fait combien de fois qu'il sort ce chiffre? Est-ce que je le relance? On a le même chiffre. Il vaut mieux le rejouer, non? Comme Dieu a créé l'homme à son image et s'en félicite, nous les humains, nous avons reproduit les jeux à l'image de notre monde et nous nous en réjouissons. On y trouve une société, une économie, de la politique,
Et tout le monde est fasciné par la possibilité de construire une autre vie. Et les mondes virtuels nous en offrent la possibilité. Dans la vraie vie, nous ne sommes que des humains, comme des fourmis travailleuses. Dans ces mondes, vous pouvez devenir un héros ou une star. Not bad. Dans un futur proche, nos structures politiques et sociales seront influencées par celles des mondes virtuels. Ces jeux ne sont déjà plus des jeux. Ils sont devenus des sociétés virtuelles. Il est grand temps que l'on réfléchisse à ce qu'on est en train de faire. On aurait pu espérer que les mondes virtuels deviennent le terreau d'une nouvelle utopie. Mais dans l'histoire de l'humanité, on a trop appris à se méfier du grand soir et des lendemains qui chantent. Et tant qu'il y aura des hommes derrière le clavier, les avatars ne feront guère de prouesses. Dans Entropia, mon avatar a dépensé tout son argent et n'a pas su descendre de la piste de danse. Dans World of Warcraft, le massacre continue. Et dans Second Life, j'évacue mes frustrations.